Bonjour Éric Coquerel, merci d'avoir accepté notre invitation. Standard & Poor's a rendu son verdict vendredi soir. Finalement, la note de crédit de la France ne sera pas dégradée, elle reste, comme c'est le cas depuis 2012, un double A. En gros, ça veut dire que l'agence de notation continue de faire plutôt confiance à notre pays dans sa capacité à rembourser une dette qui s'envole. Est-ce que vous êtes soulagé ? Non, ni soulagé, ni inquiet. Il y a longtemps que les agences de notation, entre le A, A+, etc., ça n'a pas d'incidence sur l'économie. Vous remarquerez que oui, absolument. La dégradation de Fitch, la dernière fois, ça n'a pas eu d'incidence. Et ça fait un bout de temps que c'est assez déconnecté, en réalité, la question économique. Là, il y a quelque temps, un club des principaux investisseurs de la dette française, qui représente, je crois, 65% de la dette, avait expliqué qu'ils comptaient bien aller jusqu'au bout du remboursement de la dette parce qu'ils avaient confiance dans les capacités d'un pays comme la France de le faire. Donc voilà, moi il y a longtemps que je regarde pas ce que font les agences de notation. J'ai entendu que pour le gouvernement c'était un ouf de soulagement parce qu'il a l'impression que ça valide sa politique. Moi, je crois que c'est uniquement un indicateur pour le monde de la finance, point, mais pas pour le monde économique. On sent quand même un petit changement de climat. On voit que Bruno Le Maire a une trajectoire pour essayer de réduire la dette, qu'il y a un gel de crédit, un rabot de 5%, un surgel de 1%. Est-ce que vous considérez que c'est quand même légitime de s'intéresser à l'évolution des dépenses publiques, à dire que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé parce qu'on n'a plus les moyens, ou vous pensez qu'au fond, la dette n'a aucune conséquence? On doit s'inquiéter du niveau de la dette. La question, c'est quelle priorité? Voilà. J'ai entendu à nouveau ce matin dans un hebdomadaire, Bruno Le Maire dire que le quoi qu'il en coûte est derrière nous. Moi, je suis très étonné. Tout le monde s'accorde pour dire qu'on va vivre les 3 années les plus chaudes de l'humanité les 3 prochaines années. J'espère que les autres le seront pas, mais déjà, c'est absolument certain. On a connu l'an dernier. Vous parlez du climat. Oui. D'accord. Absolument. On peut dire socialement. Je vais y venir, vous allez voir. L'année dernière, on a eu tous les indices que le réchauffement climatique, non seulement allait être dans la version une des versions les plus graves. D'ailleurs, le gouvernement nous prépare à plus 4 degrés. Comme ça, tranquille, d'ici quelques décennies. Et on a le rapport Jean Pisani-Ferry qui dit il va falloir massivement investir. Et on me dit que le quoi qu'il en coûte est à nous. Et moi, je pense pas. Je pense que la principale dette prioritaire, celle que on ne devrait pas léguer à nos enfants, celle qui n'est pas annulable, celle qui n'est pas reportable, celle qui n'est pas négociable, c'est la dette écologique. Donc, à partir de là, bien sûr qu'on devrait partir de ça. Ce que fait Pisani-Ferry, d'accord, qui a pourtant été un économiste d'Emmanuel Macron, il nous rejoint quelque part. Nous, ça fait longtemps qu'on dit on était à 50 milliards, on pensait d'investissements nécessaires d'ici 2027 lors de la campagne présidentielle. Et le problème, c'est que plus on retarde, plus ça va être cher. Mais donc, là, en il en est à échange, on 70 rogne sur milliards. quoi, du coup, en échange? Eh bien, ça tombe sur une chose, c'est que si on part de ça, c'est on part des besoins, et puis je pourrais ajouter qu'il y en a d'autres un peu en matière d'hôpital. Le chef de l'État le reconnaît en matière d'éducation nationale. On part des besoins, et à partir de là, on voit comment on fait un budget. Alors, première chose, ça veut dire que peut-être que il n'est pas absolument nécessaire d'atteindre 2,7% de déficit en 2027, de se fixer une ligne comme ça qui est même en dessous des 3% qui imposent Bruxelles. Il y a de nouveau les critères européens qui reviennent. Bien sûr, mais les critères européens, c'est 3%. En retard par rapport aux autres. D'accord, mais je vous dis, c'est 3%. Bon. Donc, pas forcément la deuxième chose, en plus, c'est que leur nous dire, il faut atteindre les déficits, et en même temps, il est hors de question de toucher aux impôts. Là, il y a une quadrature du cercle. Et puis, on tombe évidemment sur le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est les dépenses publiques. Mais est-ce que vous diriez, il est temps aujourd'hui de faire Je dis, il est temps aujourd'hui d'aller récupérer une des raisons de la dette, c'est-à-dire la baisse des recettes, 80 milliards de baisse de recettes sous Emmanuel Macron entre 2017 et 2022. Non, il baisse les impôts, mais les recettes fiscales, elles continuent à augmenter. Non, mais les recettes fiscales augmentent parce que la TVA a augmenté, l'inflation a augmenté, donc la TVA a été plus importante. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on aurait reçu comme argent si on avait gardé les mêmes impôts. Vous avez dit tout à l'heure, quand j'ai posé la première question, vous avez dit il y a la finance et l'économie. Selon vous, c'était des choses différentes. Vous avez dit, oui, absolument. Sauf que il y a aussi le réel. Et le réel, c'est que dans quelques années, la charge de remboursement de la dette sera la première dépense publique. Est-ce que c'est pas un problème, ça? Écoutez, la charge de la dépense de la dette en 2027,
dans les prévisions du gouvernement, c'est 2,2% du PIB. Aujourd'hui, on est à 2% du PIB. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le premier budget de l'État, en fait. Ça sera le premier budget. Mais avec la première dépense de l'État. Mais la dette, elle est pas créée pour rien. Elle est créée parce que d'un autre côté, on a réussi à mettre 3 000 milliards. Sauf si c'est pour rembourser la dette. Attendez, laisse-moi finir. On a réussi à mettre 3 000 milliards d'euros. C'est indispensable. Ah oui. Donc si on nous dit il y a la dette, c'est l'équivalent du budget du ministère du. Ok. Oui. Mais comment vous croyez que nous avons réussi, par exemple, à passer le Covid? Comment on réussit à continuer quand même vaille que vaille à investir? Il a bien fallu qu'il y ait la charge de la dette. Donc moi, ce que je crois qu'il faut regarder, pour être rapide, il faut regarder le fait que on part des besoins. Et à partir de là, déjà, on arrête la baisse des recettes. Et notamment même, on réfléchit, ce que propose Pisani-Ferry, à aller taxer tous ceux qui, depuis des années, notamment sous Emmanuel Macron, ont gagné comme jamais on a gagné dans ce pays. Non, c'est intéressant, parce que tout le plaidoyer d'Emmanuel Macron, c'est de dire, à chaque fois qu'on a augmenté les impôts, les investisseurs fichent le camp. Là, on est en train de réduire le chômage. Ce qu'il faut, c'est augmenter le volume du travail en France. Est-ce que, à un moment, les faits lui donnent pas raison, là, en ce moment? Non, les faits lui donnent pas raison. Les faits lui donnent pas raison, parce que là, il s'apprête à baisser des dépenses publiques. Ce qu'ils annoncent, c'est 135 milliards en moins de dépenses publiques d'ici. À freiner l'évolution, disons. Freiner l'augmentation. 135 milliards, ça va faire 135 milliards en moins par rapport à ce qu'il serait nécessaire de mettre sur la table, c'est ce qu'on appelle la tendance qui est de croissance qui est nécessaire par rapport à l'augmentation de la population, etc. 135 milliards en moins, mais comment va-t-on faire alors qu'on a besoin d'investir à peu près partout? Bon, donc, je vous le répète, si on fait ça, ça veut dire qu'on arrête de baisser les impôts et qu'on va en récupérer. Et ça, c'est pas simple. Et arrêtons de dire que les investisseurs partiront. Ça, je veux dire, il fait bon vivre en France. Pour des riches, en ce moment, il fait très bon vivre en France. Ça s'est passé sous Hollande. On a les records de dividendes en Europe aujourd'hui qui explosent, alors même que on a eu 200 milliards d'aides aux entreprises publiques. Il y a parfois des aides aux entreprises publiques, des aides publiques aux entreprises, pardonnez-moi, qui sont données sans contrepartie, qui des fois se recyclent en dividendes. Il y a un système qui n'est plus possible. Donc la raison, on a besoin d'argent. On a un chômage aujourd'hui à 7%. Est-ce que c'est... il est à peu près il est en dessous de la moyenne, il est au-dessus de la moyenne européenne. Mais il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Oui, okay. Est-ce que c'est quand même cette politique économique qui a permis ça? Il est au-dessus de la moyenne européenne. Vous avez un nombre de pauvres dans ce pays, dans la 5e puissance économique, qui est absolument normal. Et on nous annonce sans arrêt des chiffres. Alors le gouvernement s'arrange, nous dit voilà, c'est le taux de chômage le plus bas. Déjà, il faudrait quand même qu'on vérifie là-dessus. D'autant plus que par rapport au chômage, ils ont changé quelques points statistiques. Par exemple, maintenant dans l'emploi, on met les apprentis. C'est nouveau ça. Dans l'emploi, on met les apprentis. Bon, c'est pratique, comme ils ont créé beaucoup d'apprentis et qu'on est repassé à un système où le cœur de l'éducation, l'enseignement professionnel, c'est l'apprentissage. Donc le patron et l'enseignant, qui était quand même ce avec quoi rompaient les lycées professionnels, et qu'en plus vous les comptez en emploi, vous pouvez arranger les choses. Donc on continue à avoir un chômage de masse dans ce pays. Les statistiques montrent que d'ailleurs les personnes qui s'en vont aujourd'hui de Pôle emploi, c'est pas pour récupérer un travail, c'est qu'ils partent du marché du travail. Donc évitons, à mon avis, par rapport à la situation concrète que connaissent les gens, évitons des déclarations enthousiastes. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui est annoncé pour la suite, c'est que contrairement à ce que dit le gouvernement, que ce soit l'INSEO, tout le monde s'accorde pour dire que le chômage va réaugmenter à partir de l'année prochaine, donc on va pas arriver sur le zéro emploi, et que on a un problème. C'est qu'on va baisser les dépenses publiques, et je vous rappelle que les dépenses publiques, je termine là-dessus, c'est aussi des recettes. Justement. C'est aussi des recettes. Je voulais résumer un peu votre pensée. En gros, vous dites, le quoi qu'il en coûte, il est devant nous pour des raisons climatiques, et il faut le financer par des hausses d'impôts. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui. Il faut le financer par une meilleure répartition des impôts. Voilà. Il est évidemment hors de question d'aller imposer plus les classes moyennes ou les classes populaires, qui, je vous le rappelle, payent de plein pot des impôts. Parce que les impôts, c'est pas seulement l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est même pas un tiers des impôts. Mais il faut aller imposer ceux qui, dans ce pays, il y a une étude qui va sortir là cette semaine de l'Institut des politiques publiques faite avec Bercy, d'accord? Mais on a des chiffres effrayants. On a les 37 plus grandes fortunes de France qui payent 0,11% d'impôts. Vous trouvez ça normal? Donc il y a de l'argent qui existe dans ce pays. Mais attendez, je voulais juste savoir, pour continuer à essayer d'être clair. On va prendre dans l'ordre. Est-ce que la baisse d'impôts sur les classes moyennes qui est prévue par Emmanuel Macron d'ici la fin du quinquennat, vous pensez que c'est quelque chose qui est justifié? Vous venez vous-même de dire que les classes moyennes souffraient éventuellement aussi de cela. Alors je vous fais la réponse de Pierre Moscovici. Vous voyez, Pierre Moscovici dit que maintenant, pour baisser des impôts, il faut les compenser. Donc soit on les compense par d'autres impôts. D'accord. Par exemple, je propose de taxer les super riches. Comme le mais philosophiquement, sur le principe des classes moyennes, vous êtes favorable. Je ne vous parle pas de là où on récupère. C'est dans notre programme.
D'accord. Deuxièmement, est-ce que vous considérez que la taxation des plus grosses fortunes sera suffisante pour ramener de l'argent? Parce que le faire payer les riches, on l'a souvent entendu, mais globalement, ça n'est pas suffisant pour pouvoir combler le... Et je voudrais juste compléter. La taxe à 75% qui avait été demandée par Jean-Luc Mélenchon a été invalidée sous le quinquennat de François Hollande, qui a été du coup obligé de taxer le haut des classes moyennes et une partie du milieu des classes moyennes pour essayer de faire entrer des sous. Et on a vu ce que ça donnait, révolte fiscale, et François Hollande n'a même pas pu se représenter. Comment est-ce que vous sortez de ça? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à un impôt mondial ou un impôt au niveau européen? Oui, mais voilà. Il y a bien le problème, c'est qu'en attendant de réfléchir à un impôt qui viendra au calendrier grec, parce que par exemple, pour créer un impôt européen, il faut que tous les pays soient d'accord. Comme il y a des pays qui jouent avec le moins 10 ans fiscal pour pouvoir attirer les entreprises, à mon avis, c'est pas demain la veille. Donc, moi, je regarde ce qu'on peut faire en France. La Pisani-Ferry propose une solution concrète. C'est pas révolutionnaire. Il propose de taxer sur les 10% les plus riches, même de manière provisoire. Ok, moi, je veux bien. Même si je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut une réforme fiscale qui fasse qu'à nouveau cette redevienne redistributif, mais pourquoi pas si on va vers quelque chose de modéré. Et ben voilà, il y aura cette proposition, par exemple, elle pourrait être de réamorcer la pompe et de sortir avec l'idée que, vous savez, c'est cette vieille idée d'Helmut Schmidt qui est la même que Bruno Le Maire. C'est Helmut Schmidt, chancelier allemand dans les années 70. Des fois, j'oublie mon âge et des fois, je pense que c'est un référent pour tout le monde. C'est les bénéfices d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain et les emplois d'après. Au bout de 30 ans, on voit bien que ça fonctionne pas. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'économie, l'emploi, l'investissement, mais dans les dividendes qui explosent, eh bien, ils soient taxés davantage pour pouvoir faire en sorte d'assurer la transition économique, de s'occuper des hôpitaux et même, pourquoi pas, de faire en sorte d'équilibrer notre régime de retraite. Parce que, par exemple, si sur les dividendes, on les taxait comme au même type de cotisation que le travail, on dégagerait 47 milliards d'euros par an. France Inter. Question Paul. Éric Coquerel qui a lui-même fait la transition vers les retraites. On en vient à votre gros dossier de la semaine, la proposition de loi Lyotte, et notamment la discussion d'un article visant à abroger le report de l'âge de départ à 64 ans. Sacha Houlié, votre collègue du groupe Renaissance et qui préside, lui, la commission des lois, vous a clairement ciblé, c'était vendredi matin. Il y a eu un vote alors que, par ailleurs, il n'y aurait même pas dû y en avoir un. Si Éric Coquerel avait fait son travail, il n'y aurait pas dû y avoir de vote. Pourquoi ? Parce que cette proposition de loi, s'il avait appliqué l'article 40 par délégation de la présidente de l'Assemblée, donc faire son travail de président de commission, on n'aurait pas dû avoir de vote. Cette proposition était irrecevable. On a des cas extrêmement nombreux sur la question de tous les textes sociaux qui auraient dû conduire à l'irrecevabilité financière de la proposition de loi. Vous n'avez pas fait votre travail. C'est pas très élégant déjà. Moi, je suis président d'une commission. Même quand je ne suis pas d'accord avec le président d'une autre commission de la majorité, eh ben, j'ai un devoir de réserve. C'est une attaque très lourde. Hein. C'est une attaque lourde. Oui, mais je vous dis, Sacha Houlié, il n'est pas très élégant de ce point de vue-là. Et manifestement, c'est plutôt le petit télégraphiste de Macron, en l'occurrence, qu'autre chose. Parce que moi, je ne vais pas lui demander comment il applique l'article 45, que manifestement pas mal de commissaires protestent dans sa commission, qui est, vous savez, l'article cavalier, qui est quand vous mettez un amendement qui ne concerne pas le projet de loi. Bon, je passe Sacha Houlié, c'est pas très important. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, c'est autre chose. C'est qu'à part une personne, je le dis parce qu'il me l'a fait remarquer le jour, c'est vrai, je suis pas d'accord avec ses arguments, c'est le rapporteur général Jean-René Cazeneuve qui m'a écrit pour me donner des arguments. Bon, à part lui, ce ne sont que des arguments d'autorité, de gens qui disent « nous avons raison parce que nous sommes des partis gouvernementaux, donc bien évidemment nous avons raison ». Et pire encore d'ailleurs, entre parenthèses, venant du gouvernement, ce qui pose quand même un problème dans la séparation des pouvoirs. Je vous entendais, je ne sais plus laquelle de vous tout à l'heure parler de ça, c'est vous, je crois. C'est quand même assez une première que le gouvernement explique à l'Assemblée nationale ce qu'il doit faire sur l'article 40. Mais bon, on n'est plus à ça après. Donc, là, dans ce qu'il dit, il dit une contre-vérité. Mais quand on est président de la Commission des finances comme vous, est-ce que l'article 40 ne doit pas être très impartialement appliqué ? Je vais y venir. On va peut-être expliquer. Il faut expliquer parce que là, on est complètement là. Voilà. C'est l'article 40. Et pourquoi ? J'ai compris. Je m'y suis mise, mais... J'essaye d'expliquer ça. Éric Coquerel, au passage, si vous pouvez nous dire pourquoi c'est une contre-vérité, ça nous arrangerait. Justement. Allez-y. Ça. Bon, d'une part, une chose. Il faut comprendre, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'à l'Assemblée arrivent deux types de textes. Les projets de loi, de la part du gouvernement, et les propositions. Et les propositions de loi, mais ça vaut le coup de le dire, parce que qui viennent des députés. Les propositions de loi qui viennent des députés. Les propositions de loi peuvent venir une fois par an d'un groupe d'opposition dans une niche parlementaire être discutées. C'est-à-dire qu'ils ont leur petit temps à eux. Voilà, ils ont le petit temps à eux. Et de manière qui est devenue d'ailleurs, qui s'est accrue dans le temps, on a considéré
que du fait que pour l'initiative parlementaire, on avait une adaptation plus souple de l'article 40. On a considéré... C'est-à-dire qu'en gros, la tradition faisait que même si la proposition de loi augmentait les dépenses sans les contribuer par des recettes... À partir du moment où il y avait un gage. Un gage même dire on va faire ça. Il était de tradition que ça vienne parlementaire qu'on dise rien et qu'on laisse parler, même si on est contre l'article. Et c'est tellement devenu vrai, c'est tellement devenu vrai. Ça, vous savez, c'est De Gaulle, je crois qu'il disait qu'une constitution, c'était... Beaucoup d'interprétations. Voilà, c'est un esprit des institutions, une pratique. Ce qui veut dire par là, c'est que les choses évoluent de manière normale. Bon. Et donc, depuis 2009, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu une réforme constitutionnelle qui, soit dit en passant aussi, parce que c'est ce qu'ils contestent aussi dans leur attaque, que le président de la Commission des Finances est de l'opposition dorénavant, comme un contre-pouvoir. C'est ça aussi, dans cette histoire qui se passe. Bon, depuis 2009, on constate qu'il y a eu seulement 28 fois où le président de la Commission des Finances a été saisi. Et figurez-vous que il y a eu que sur ces 28 fois, il y a 25 fois où il a été sur les 2 premiers quinquennats, Sarkozy-Hollande. Et après, ça s'est juridiquement, ils ont raison, mais politiquement, ils ont tort, c'est ça? Juridiquement, c'est à voir s'ils ont raison, parce que la jurisprudence, ça compte. D'accord? Et c'est d'ailleurs mon prédécesseur, Éric Woerth lui-même, là, il a changé d'avis parce qu'il est passé du camp majoritaire, mais qui expliquait que il fallait avoir une vision de l'article 40, vais trop vite, qui reposait sur une chose: si les auteurs de la loi avaient montré qu'ils repéraient la défense ou la charge et qu'ils proposaient un gage, ce qu'a fait le groupe Lyot, il a proposé une gage sur les tabacs qui rapporte 14,4 milliards par an, eh bien, on le laissait aller en débat. Alors ça raconte quoi? Ça raconte quoi, ça? Et c'est l'épisode du moment là. Ça raconte qu'on a un gouvernement, un exécutif, une majorité qui commence à avoir un sacré problème avec la démocratie parlementaire, l'initiative parlementaire et même le droit de l'opposition, dont je rappelle qu'il est constitutionnel. Oui, mais vous admettrez aussi que c'est quand même la première fois qu'on a une proposition de loi qui vise à abroger un texte qui a été voté à la hauteur et qui rapporte 17 milliards d'euros, non? On a examiné il y a quelques semaines une PPL du groupe des groupes majoritaires sur bien vieillir qui coûte 8 milliards d'euros. D'accord? Gagé sur la même chose. Et on l'a examiné. Qu'est-ce qui a empêché de l'examiner? Là, en plus de ça, on nous dit, mais attendez, ça nous coûte 15 milliards. Alors l'autre d'après nous 18, 20. Monsieur Coquerel, tout le monde a compris que le gouvernement. Non mais je voulais savoir. Allez-y, Eric Coquerel. Juste une chose. La Cour des comptes, juste une chose là-dessus. La Cour des comptes, d'accord, a fait un rapport il y a 2 semaines expliquant que jusqu'à fin 2024, cette réforme va coûter de l'argent et qu'à partir de 2027, elle va rapporter pas plus de 7 milliards nets. Vous voyez, on est loin quand même des 15, 18, 20 milliards. Donc, ça montre que ça fonctionne pas, leur réforme, même pour régler les problèmes qu'ils mettent sur la table. Et 2, ça montre qu'on n'est pas à 15, 18, 20 milliards. Non, je voulais juste te dire, tout le monde, pour résumer, pour que les gens comprennent tout ce qu'on voit à la télé, les gens qui quittent les commissions, c'est qu'en gros, le gouvernement veut pas d'un vote, parce que ça illustrerait d'une certaine façon que l'Assemblée est contre cette réforme des retraites, et vous en voulez, même si ça ne sert à rien, et que ça changera rien, puisque de toute façon, ça ira pas au Sénat, pour montrer qu'il a tort. On est dans une bataille de com'. Non, on est dans une bataille de respect de l'Assemblée. Enfin, vous pouvez pas dire une bataille de com' quand on demande juste une chose, c'est qu'une Assemblée nationale vote. Enfin, excusez-moi, mais on en arrive à s'habituer à des choses. Moi, je vois des parlementaires, européens. Il y a pas longtemps, j'ai vu les Islandais. On me dirait ils sont 300 000, mais c'est à peu près la même chose dans les vraies démocraties parlementaires. Quand on leur dit qu'il y a le 49.3 qui permet de passer tout un budget sans vote. Dit 49.3. Dites pas que c'est sans vote. Il y a un vote. C'est une motion. C'est ce qu'on appelle une motion de défiance ou de confiance ou une motion de censure. Non, c'est pas un vote. De passer un budget avec le 49.3 qui impose après que le vote, en réalité, c'est de savoir si, oui ou non, on fait en sorte que le gouvernement soit démissionnaire. C'est pas la même chose que de voter sur un texte. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de vote non plus. Il y a quoi? Il y a quoi? Le 49.3. Pourquoi, votre avis, on a eu le 49.3 sur le budget? Dites-moi. Pourquoi on a eu le 49.3 sur le budget? Parce que c'est ce qui engage la politique du gouvernement. Non, mais parce qu'ils étaient minoritaires. Donc, parce qu'ils n'ont pas pris on a un gouvernement qui utilise les pires artifices de la Ve République. Vous avez compris, je suis contre le 49.3, je suis même contre l'article 40. Sur le fond, je l'applique, je suis obligé de l'appliquer, donc je ne le fais pas n'importe comment. J'ai fait 6 pages d'explications. Ils n'ont pas été capables même simplement de contre-attaquer sur une des pages. Bon, je le fais bien, mais n'empêche, je pense que c'est un problème parce que, vous avez compris, le gouvernement n'a pas besoin de l'article 40, le Parlement, si. C'est-à-dire qu'il doit contraindre ses propositions de loi, ce qui montre qu'on n'est pas tout à fait dans un régime parlementaire. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Mais ce gouvernement l'utilise parce qu'il est minoritaire. Et moi, je crois une chose, c'est que s'il veut sortir de l'impasse politique dans laquelle il est,
fait. Oui, mais parce qu'il est dans une place comme politique. Si vous étiez majoritaire, il est minoritaire face à d'autres groupes qui sont pour le moment minoritaires aussi. Enfin, il est minoritaire, d'accord, mais c'est lui qui Éric Coquerel. Non, mais la question maintenant, c'est à passer un texte sans empêcher l'Assemblée de voter. C'est quand même un sacré problème. Est-ce que du coup, vous tirez de la semaine que vous venez de passer comme conséquence que le 6 juin prochain, il faut quand même descendre dans la rue, bien sûr, et pas que pour parler des retraites, mais pour parler de la démocratie populaire, représentative et parlementaire. Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y a les deux questions. Mais est-ce qu'on peut mêler les deux? Et est-ce que c'est pas aussi un peu mettre les salariés un peu dans la sauce que de leur dire allez, il y a encore une journée de salaire sur la retraite, en fait, on n'arrivera jamais, et on parle d'autre chose. Je vais vous dire une chose. Je prends le métro, d'accord? Bon, ben au moins ce gouvernement, il aura réussi cet exploit-là. Les gens, ils disent tenez bon sur l'article 40. À mon avis, c'est les mêmes qui sont opposés à la réforme des retraites. Donc, notre pays, vous savez, il a souvent montré que quand on touche à des questions de démocratie, vous vous rappelez le traité constitutionnel européen. Le traité constitutionnel européen ne lui a pas plu parce que on voulait lui faire avaler de force quelque chose qui faisait en sorte que le système économique libéral allait être constitutionnalisé. C'était ça le fond. C'était un problème démocratique. Et là, c'est pareil. Il y a les deux. Il y a les retraites. D'ailleurs, on fait payer toujours aux mêmes les coûts des crises capitalistes. Et de l'autre côté, eh bien, il y a la démocratie. Et moi, je pense que les gens se rendent parfaitement compte de ce qui se passe. Oui, mais sauf que quand ils vous disent tenez bon sur l'article 40, ils ne se rendent pas compte. C'est fini. Ils sont dans un monde, je sais pas, ils ont des espèces de murs et ils font des choses qui va pas pouvoir tenir longtemps et qui, à mon avis, montrent quelque chose, c'est qu'on est dans une crise de régime. Mais ce que vous venez de dire, c'est tenez bon sur l'article 40, vous disent les gens dans le métro, très bien, mais ce combat-là, il est terminé, fini, c'est raté. Il n'est pas encore terminé. Ah bon? Non, il n'est pas encore terminé parce que il va y avoir il y a eu déjà un amendement de rétablissement du texte qui va être proposé par le groupe Lyot. Dans l'hémicycle. En théorie, on va me demander demain soir, la présidence, c'est la règle, alors à moins que là aussi on s'abstrait de toute règle, maintenant c'est la nouveauté, de dire ce que je pense. Je vais dire que c'est le texte initial, donc de manière très claire, comme ça a toujours été fait, je vais le déclarer recevable. Et là, il faut que la présidente décide... La présidente de l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'elle décide quelque chose qui n'a jamais été fait dans la Ve République. C'est-à-dire non seulement de considérer qu'un texte initial, c'est-à-dire où on laisse l'initiative parlementaire dominer par rapport à la règle, eh bien, elle revient sur ce choix. Elle l'a pas encore fait. Et moi, je m'adresse à elle parce que je pense que, vous savez, elle a eu une première pression, qui venait très clairement de l'exécutif, parce qu'on lui avait demandé de faire revoter le bureau de l'Assemblée nationale, qui était, parce qu'on l'oublie ça, mais c'est d'abord le bureau de l'Assemblée nationale. Elle avait accepté d'abord, dans un premier temps, absolument, le débat sur ce texte. Avant moi, parce que moi, je ne suis saisi... En deuxième position. Voilà, moi, et c'est pas automatique, moi. C'est là où je dis que c'est un choix politique de la part de la majorité de l'avoir fait. Elle l'a accepté une première fois. Il y a eu une pression, on le sait, qui a été organisée depuis Matignon, puisqu'il y a eu une réunion. Et moi, je l'ai vécu en direct, parce ça a même été fait en conférence des présidents. Elle a tenu bon. Elle a dit, je ne reviens pas là-dessus, au nom de l'initiative parlementaire. Et ben, moi, j'espère qu'elle va passer là-dessus. Et si jamais elle dit que l'amendement n'est pas recevable, qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, vous espérez quoi? Est-ce qu'au fond, vous espérez pas aussi qu'elle revienne dessus, ça ferait une crise politique supplémentaire, ça créerait les conditions de la rupture, ça créerait... Ça va peut-être vous étonner, mais moi, à certains moments, mes intérêts, c'est ceux de la démocratie. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Moi, j'espère qu'elle ne va pas revenir dessus et qu'on va pouvoir enfin les voter en Assemblée nationale. Et ça changera quoi si vous votez? Écoutez, ça sera un petit peu quelque chose de majeur de montrer qu'à l'Assemblée nationale, en réalité, il n'y a pas de majorité. Je pense quand même que, en termes d'enseignement politique, et d'ailleurs, j'écoute ce que disent les syndicats aussi, ils l'attendent, ça sera quelque chose qui sera pas anodin. Au-delà même qu'après, c'est vrai, vous avez raison, c'est très complexe, il faut aller au Sénat, il faut que ça revienne à l'Assemblée. Ça ne sera pas, de toute façon. On verra. En tout cas, c'est très complexe. Mais par contre, ça sera un séisme politique. Parce que ça montrera que, comme on le disait depuis le début, il n'y a ni majorité dans le peuple, ça c'est clair, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Une substitution, d'ailleurs. Et j'allais dire que ça place ce gouvernement et Emmanuel Macron dans une situation... Alors certains parlent d'illibéralisme, c'est-à-dire quelque chose où vous êtes, au nom du libéralisme économique, vous mettez en mesure des mesures autoritaires. Il n'y a pas... Mais vous savez que même la droite classique, elle a jamais vraiment fait ça. Ce qu'on appelle vraiment la souveraineté. Le libéralisme, c'est quand même pas ça. C'est un peu plus. Je pense que si on passait devant le Conseil constitutionnel, je pense que votre démarche, elle serait... C'est la remise en cause de l'état de droit et des minorités. Elle serait pas constitutionnelle. Donc, quelle démarche? Laquelle? Ce que vous faites là actuellement sur la proposition de loi Lyot, si elle allait devant le Conseil constitutionnel, elle serait sans doute pas constitutionnelle. C'est votre avis. Il y a des constitutionnalistes qui se sont exprimés il y a encore quelques jours, Anne-Charlène Bézina et d'autres. N'allez pas accuser Macron d'être illégitime. C'est pas ce que je viens de vous dire. Libéral. C'est pas ce que je viens de vous dire. Illibéral. Je dis que là, il est sur une pente, moi, qui m'inquiète fortement. Parce que dans la Ve République, à un moment donné, même à droite, notamment Chirac l'a montré à plusieurs reprises, quand vraiment il y avait une souveraineté populaire manifestement opposée à un projet, et là en plus il n'y a même pas de majorité à l'Assemblée, on avait l'intelligence de reculer, quoi. Voilà, il y avait un respect, de comprendre que la République c'est d'abord la souveraineté populaire. Et moi je suis très inquiet
d'un gouvernement qui utilise absolument toutes les artifices pour simplement une chose, ne pas voter. Voilà. L'Assemblée nationale doit voter. Vous faites un peu des choses qui ressemblent à ça. Hein. Comment ? Vous faites un peu des choses qui, de l'autre côté, ressemblent à ça. Où ça ? Quand ? Des amendements d'obstruction, il y a une espèce de guérilla politique, excusez-moi. Mais non, excusez-moi, ça, non. Répétez pas la propagande macroniste. Non, mais je répète pas la propagande macroniste. Non, mais parce que c'est inverser la cause et les effets. Excusez-moi, mais vous parlez des amendements d'obstruction lors de la première lecture. Le fait d'avoir utilisé un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale avec l'article 47.1 leur permettait non seulement d'éterniser, de raccourcir les débats et de passer son vote. Alors on va avancer. C'est ça le problème. On va pas faire un débat sur les retraites. On l'a suivi. France Inter. Alors on va parler un peu du Rassemblement national. Il y a eu une passe d'armes cette semaine au sein de l'exécutif. En présentant l'émission, j'ai demandé si vous étiez plutôt Team Borne ou Team Macron. Sous-texte, on va l'entendre, on va comprendre pourquoi maintenant. Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. On ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas. Éric Coquerel, j'ai l'impression que c'est un débat qui traverse aussi votre camp politique. Comment affronter le Rassemblement national ? Si je le dis, c'est qu'on a un peu les deux sons de cloche chez vous aussi. Hein. Des gens comme, par exemple, François Ruffin qui dit qu'il faut revenir aux racines, aller parler aux électeurs, aller comprendre l'explication de ce vote Rassemblement national, et puis d'autres qui sont davantage dans l'héritage pétainiste et les arguments moraux et historiques. Alors, je vais répondre d'abord à votre question. Allez-y. Où je me situe. Oui. Voilà. Je me situe du côté Team République, Team Mémoire. Voilà. Je pense que là où Emmanuel Macron a tort, c'est qu'il doit se poser la question de au nom de quoi a-t-il appelé tous les autres candidats, sauf évidemment certains candidats d'extrême droite, à voter pour lui au deuxième tour des élections. Pourquoi l'a-t-il fait ? Est-ce que c'est parce que sur le contenu de ce que dit le Rassemblement national aujourd'hui dans les faits ? Contenu aujourd'hui dans les faits, parce qu'ils veulent en plus se banaliser, ils arrivent des fois à être moins à droite que Darmanin. Sur l'immigration, d'ailleurs, Darmanin l'avait fait lors d'une émission, il avait dit « Ah, Madame Le Pen, vous êtes trop modérée sur l'islam. » Bon, donc c'est bien sûr autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi ? C'est que la politique, ça n'est pas à un instant T, ça a des racines, des histoires. La mienne, moi, je la nie pas, la mienne. D'accord ? Elle s'inscrit dans l'histoire du socialisme, du marxisme, de choses qui sont qui ont une histoire. Je la nie pas. Mais le Rassemblement national de Marine Le Pen a encore un lien avec le pétainisme. Je pense que on ne peut pas séparer les racines de ce qui a été le Front National, un parti ayant des liens avec le pétainisme et autres, avec ce qui est aujourd'hui le Rassemblement national. Et d'ailleurs, à certains moments, vous avez, sous des termes un peu différents, des choses qui reviennent, par exemple, sur le fait de remettre en question le droit du sol, par exemple. Bon, des choses comme ça qui sont peut-être aujourd'hui pas ce qui est mis le plus en avant, mais qui sont existantes. Donc, moi, je trouve que le chef de l'État joue un rôle. Est-ce que vous faites ce même travail avec vos alliés communistes ? Pourquoi vous comparez le Parti communiste et le Rassemblement national ? Vous comparez un parti qui était du côté des résistants et un parti du côté du On va pas revenir au juges. Non, il s'agissait pas de ça du tout. Je sais pas de quoi il s'agissait de revenir aux origines des partis et à ce qu'ils ont pu créer politiquement et historiquement. Les origines du Parti communiste, quand il s'est créé, c'est le fait de prôner les questions d'égalité, les questions de partage des richesses, etc. Bon, c'était pas une adhésion à ce qu'allait devenir le stalinisme. Ça, c'est après dans l'histoire. À l'inverse, l'extrême droite a ses origines, d'accord, donc les racines, d'accord. Voilà, des racines. Donc je pense, et pour moi, je considère aujourd'hui, et y compris avec certaines figures du Rassemblement national, que nous en sommes encore là. Et quand le chef de l'État fait ça, en réalité, il casse une digue. Alors on me dit ça n'a pas été efficace. Bon, écoutez, moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il casse comme digue ? Il dit simplement que, en gros, avec les électeurs aujourd'hui, qui sont tentés par le Rassemblement national, et certains qui sont des transfuges du RN pour aller chez vous, d'ailleurs. Attendez, excusez-moi, c'est dans les sondages. Alors les sondages, je pense surtout vous avez toujours eu des ouvriers à droite, et que c'est vrai qu'il y a une extrême droitisation du côté de la droite. Je pense que profondément, c'est surtout ça. Mais d'accord, mais vous avez quand même des transfuges. Est-ce que la manière d'aller les remettre dans votre chemin n'est-il pas de les écouter, de répondre sur le pouvoir d'achat, l'immigration et tout ça, plutôt que de jeter des vindictes sur des gens qui peut-être même pas savent que c'est Vichy. C'est un bon lapsus que vous avez fait, les écouter.
écouter, ça veut dire que quelque part, ce qu'ils disent mérite d'être écouté. Je ne suis pas d'accord. Non, mais si. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit on a trop d'immigrés autour de nous, faut pas les écouter. Oui, mais d'accord, mais le vote Rassemblement National, avant tout, vous savez sur quoi il se fait ? Il se fait pas sur un parti qui laisserait qu'il est en système. Il se fait d'abord et avant tout à travers pas mal de signaux sur la question du racisme. Fondamentalement, il se fait là-dessus. Attendez. C'est-à-dire qu'il essaye, c'est un parti qui essaye toujours de faire en sorte que les gens se tournent d'abord sur le plus pauvre à côté d'eux, parce qu'il a une peau différente, parce qu'ils estiment que, moi je l'ai vu dans les campagnes, ils estiment que, lui, il ne mériterait pas de toucher le RSA, moi si, mais c'est un problème, plutôt que ceux qui organisent le système et ceux qui en profitent, notamment... mais comment vous les ramenez ? C'est ça le système, il a toujours... Oui, mais c'est la réalité. En fait, c'est la réalité. A toujours servi à ça. Oui, non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que Marine Le Pen a quand même une partie de l'électorat populaire là-dessus, effectivement. Et comment vous essayez de récupérer moi, je pense d'abord qu'il faut aller, je vais vous dire, je pense d'abord, on verra bien la partie aujourd'hui de l'électorat populaire qui vote pour le Rassemblement national. Je dis pas qu'il ne faut jamais leur parler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais les écouter. Mais je dis qu'en priorité aujourd'hui, c'est les mépriser. Je dis qu'en priorité aujourd'hui, parce que c'est en ça, en termes politiques, à laquelle je suis confronté, c'est-à-dire arriver à gouverner ce pays, être majoritaire. Donc je dis qu'en priorité aujourd'hui, il faut parler à notre électorat, d'accord, qui est aussi un électorat populaire. D'accord ? Parce qu'on a tendance à laisser penser que l'électorat des quartiers populaires ou l'électorat de certaines zones rurales, parce que je remarquais qu'on a eu pas mal de députés. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Je dis, je l'entends. D'accord ? Bon. Allez parler à ceux qui subissent toutes les inégalités et discriminations. Allez parler aussi à la grande masse principale de gens qui s'abstiennent, qui n'ont jamais voté Rassemblement National, qui s'abstiennent parce que par contre là, ils se disent ça sert plus à rien. Et par exemple, quand il se passe ce qui se passe au niveau de la démocratie parlementaire, on ne peut que quelque part leur donner raison. Et c'est notre travail de leur montrer que si ça sert. Ça veut dire que ce socle électoral du Rassemblement National, ces gens qui votent, vous leur parlez pas parce que vous considérez comme Bernard Tapie dans les années 80, je ne vais pas me mettre moi sur des salauds. Non, pas du tout. Je dis que je ne vais pas me mettre sur des... Pour leur parler, je ne vais pas laisser de côté certains autres thèmes. Par exemple, la lutte contre le racisme, par exemple, la lutte pour l'égalité des genres, par exemple, la question dans les quartiers de discrimination, y compris pour certains jeunes qui subissent plus que d'autres des violences policières, des choses. Je ne vais pas ne pas parler de ça pour leur parler et laisser ça de côté. Mais on n'a jamais demandé ça. On vous a demandé. Moi, je vous dis, moi. Comme vous m'avez dit que j'ai fait un lapsus sur écouter. Vous m'avez pas demandé. Je vous dis que jusqu'où je ne suis pas prêt à aller. À partir de là, moi, ce que je constate, je vais vous dire, c'est que la meilleure manière de parler à un électorat qui peut même être des fois tenté par le Rassemblement national, c'est les luttes sociales. Voilà, c'est ça le meilleur moyen. Non, mais les luttes sur les retraites, à un moment donné, quand vous vous battez sur une question, un critère pour aller vite, je vais faire en bref, mais chacun aura compris. Un critère de classe. C'est-à-dire on n'a pas forcément les mêmes intérêts selon l'endroit où on se trouve dans une entreprise et notamment économiquement. Pour se battre, par exemple, contre la remise en question des conquêtes sociales, pour se battre pour l'emploi, pour se battre pour le partage des richesses, et que vous le faites sur ces bases-là, vous apercevez qu'au bout d'un moment, effectivement, mais là, en 5 mois, vous avez gagné des points ou pas ? Qui vous disent, moi, j'ai hésité à voter pour Le Pen, mais n'empêche, vous êtes sur un autre terrain. Voilà comment je gagne. Et non pas, et non pas, je termine. Retour à la conscience de classe, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pour une partie de l'électorat. Comment expliquez-vous que la gauche et les syndicats, l'intersyndical a été en pointe dans le conflit des retraites ? Ça, on peut pas lui dénier ça. Et vous regardez les sondages, la gauche ne progresse pas et Marine Le Pen, qui a essayé de récupérer et l'ordre et la contestation, engrange des points. Contestation molle. Oui. Comment vous interprétez ça ? Déjà, moi, je regarde les faits avant de regarder les sondages. D'accord ? On en est à, je crois, 6 élections partielles de suite législatives. Le Rassemblement national, on m'avait annoncé qu'ils allaient en gagner. Ils n'ont pas gagné un. La NUPES en a gagné 3. Il y a une dissidente de gauche qui en a gagné une 4e. Et les macronistes en ont gagné 2. Bon, déjà, je regarde dans les faits. Est-ce qu'on a véritablement changé le rapport de force des dernières élections législatives ? Je ne crois pas. Les sondages que je vois sortir en ce moment sur les européennes nous mettent en tête si on était unis ensemble. Vous êtes unis. Si on est unis, on est en tête. Pas en tête. Vous êtes au même niveau que le Rassemblement national. Ça dépend des sondages. Déjà, ça montre qu'ils sont pas en train de s'envoler. Donc, je considère que la meilleure manière de contrer ça, et là, ça viendra peut-être sur un autre sujet, c'est que la NUPES reste réunie, montre qu'elle est une alternative pour la suite, sur un programme de rupture avec le système néolibéral et productiviste, et qu'elle le défende. Et vous allez voir que dans ces cas-là,
en 2027, c'est un gouvernement de la NUPES. Fabien Roussel, c'était les 50 ans de Libé cette semaine. Fabien Roussel a pris la parole à la tribune, vous l'avez peut-être vu, il est à côté de Marine Tondelier, et il dit en fait, faut arrêter, on est loin derrière le RN partout, c'est pas l'unité qui nous fera gagner, ça ne suffira pas, c'est insuffisant. Il parle de... ça lui donne même de l'urticaire, ces questions-là, politiques intérieures. Est-ce qu'il n'y a pas tu veux, j'allais dire, écoutez, son polémique, si tu veux tuer ton cheval, tu dis qu'il est très malade, quoi. Ouais. D'accord? C'est pas nouveau. Avec Fabien, c'est un débat qu'on a avec lui. Oui. C'est pas nouveau que, de toute façon, même des législatives, il n'était pas franchement le plus partisan de la NUPES. Bon. Il n'y aurait pas eu la NUPES, il n'y aurait plus de groupe aujourd'hui communiste à l'Assemblée nationale, peut-être plus de groupe socialiste et pas de groupe écologiste. Ça, c'est une menace? Non, c'est pas une menace. Je débat sans convivial. Je dis que ça fait longtemps que Fabien Roussel pense en réalité que pour renforcer le Parti communiste, pour lui permettre de renaître, ça doit passer d'abord par l'affirmation du Parti communiste. Et je pense que c'est un peu décalé avec un autre moment que nous avons réussi, France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est nous qui l'avons réussi, qui est le fait que la gauche peut maintenant s'unir sur un programme de rupture, qui est un programme avec lequel d'ailleurs, pour la plupart, le Parti communiste est d'accord. Donc c'est un débat qu'il faut continuer. Je veux dire, quand je vous dis ça, je préfère dire les choses clairement. Non, je pense que ce n'est pas vrai. La NUPES a montré quand même qu'au premier tour des législatives, elle était devant tous les autres partis. Tous les sondages indiquent qu'elle est en avant. Et puis, elle montre quelque chose de quotidien. C'est que moi, je suis un président de la commission des finances proposé par la NUPES. Toute la NUPES, dans le combat qu'on a en ce moment, est réunie, fortement réunie, sur les mêmes bases. Écoutez, excusez-moi, mais pour plein de gens en pays, ça change beaucoup de choses. Vous savez très bien qu'il y a de la friture dans la NUPES. On va pas raconter que c'est un peu complètement uni. Il y a très peu. Non, mais attendez, les socialistes, on les voit aussi. Enfin, il y en a qui sont là en disant on peut pas faire autrement, on se demande. Ma question n'est pas de juger la NUPES, c'est de savoir si vous allez remettre sur la table, en perspective des européennes et des autres élections, ce qui, dans votre programme, a été fait en 4e vitesse avant les législatives pour trouver un terrain d'entente commun. Parce que les européennes, c'est dans un an, quasiment jour pour jour. Est-ce qu'on travaille sur le programme? On se projette un peu. Est-ce que vous voyez en convention, je sais pas quoi, tous? C'est évident que si on repart aux élections ensemble, ce programme, il va être revisité. Mais plus il va que pas revisité, à mon avis, il va être revisité, mais attendez, laissez-moi finir. Il va être revisité, mais je vais très clairement vous dire une chose. Il est hors de question de revenir à un programme qui serait une espèce de brouet timide qui a fait tout le succès du Parti socialiste qui nous a finalement donné Macron. Il n'est pas question de revenir à quelque chose qui est une adaptation au système et qui finalement épouse les mêmes logiques. D'accord. Donc ça restera un programme de rupture. Social-démocratie. Voilà. Le réformisme. Non, j'ai pas dit. Le social-libéralisme, oui. D'accord. La social-libéralisme, oui. Et le fait qu'on ait réussi à faire, on est presque les seuls en Europe à représenter cet espoir. Le fait qu'on ait réussi à avoir une gauche unie sur un programme de rupture dans un moment où on le voit bien, ça nécessite des ruptures radicales. J'ai vu qu'Olivier Faure l'avait dit d'ailleurs pour les 50 ans de Libé. C'est nécessaire. Olivier Faure, c'est pas pour affirmer la gauche. Ah oui, mais enfin bon, d'accord. Alors Olivier Faure, c'est quand même le patron du majorité au Parti socialiste. C'est pas la gauche. Alors qu'est-ce qu'est la gauche? C'est ceux qui ont fait 1,75% pour le Parti socialiste aux dernières élections présidentielles. Non, je parlais juste que certains dénoncent l'hégémonie de LFI. D'accord, mais moi. Non, il n'y a pas d'hégémonie. Moi, je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, je vois plus de... Non, sur le programme, oui. Sur le contenu, oui. Sur le nombre, oui, puisqu'on est sorti. Mais, par exemple, là, si on allait aux élections européennes... Vous dites, sur le nombre, sur le programme, sur le contenu, oui. Oui, mais par exemple, l'hégémonie. On a dit, est-ce que ça vous a pas échappé que on regarde le fait que sur toutes les élections, c'est pas la même chose? Et que, par exemple, sur les élections européennes, on a très bien admis déjà à l'avance que ça serait pas une tête de liste insoumise. Sur les municipales... Oui, mais ça n'a pas été entendu par les écologistes à qui vous avez tendu la main. Ils l'ont entendu. C'est que, pour l'instant, Marine Tondelier nous dit non, c'est non, parce que, en gros, on veut pouvoir se réaffirmer à travers une élection dont elle pense que ça va bénéficier aux Europes écologiques, ça va rééquilibrer. Moi, je pense que c'est pas à la hauteur de la situation. Je le dis très, très, vraiment de manière non polémique, je pense que c'est pas à la hauteur. Et donc, vous continuez à discuter avec les Verts ou pas, là? Moi, je passe sur tous les jours. Sur les européennes. Non, mais sur les européennes. Moi, c'est pas vous avez remarqué, c'est pas mon job à France Insoumise. Mais je discute tous les jours avec les Verts. C'est quoi l'argument pour les convaincre? De montrer que quand, par exemple, vous êtes face à un pouvoir sur lequel maintenant vous avez non pas seulement des problèmes sur les politiques sociales, mais sur la manière de considérer la démocratie, on rate pas une occasion de pouvoir être devant et de préparer mieux les prochaines élections. Je le vois en positif. J'essaie de convaincre en positif. Et je pense que d'ici quelques mois, ça peut bouger. Voilà, on va essayer. On verra bien. On va essayer jusqu'au bout. Mais à mon avis, c'est nécessaire. Ça n'a pas toujours été vrai.
Ça n'a pas toujours été vrai. Dans le passé, vous avez eu des moments où la gauche était unie et part aux élections européennes, séparée, se retrouve après. C'est vrai, hein. Moi, je suis pour être clair là-dessus. Mais là, on est dans un moment spécifique parce que c'est un moment qui m'inquiète fortement parce que soit c'est une dérive à droite du macronisme qui a, je le répète, un problème avec la démocratie qui commence véritablement à inquiéter. Et si on comprend pas ça, on comprend pas pourquoi on s'entend avec le groupe Lyot. C'est sur cette base-là. Bon, avec quelqu'un comme Charles de Courson. Ça, oui, effectivement. Et puis d'un autre côté, le risque de l'extrême droite. Quand on est dans ce moment-là, eh ben, on se donne toutes les munitions et tous les atouts de notre côté. Puisqu'on est sur la question démocratique, est-ce que, au bout d'1 an de fonctionnement de la NUP au Parlement, vous estimez qu'il y a des choses à changer, à améliorer? Est-ce que vous n'êtes quand même pas assez effrayé par l'image que vous renvoyez d'une violence? Quelque chose, j'entends. C'est ce qui est mis en avant. D'ailleurs, c'est ce que, on va dire, la propagande macroniste met en avant à chaque fois qu'ils peuvent. Donc, il faut essayer de pas leur tendre le. Je suis d'accord, il faut essayer de faire en sorte de pas. J'ai une question. Oui, mais les sondages, c'est pas dans la rue. Oui. Encore une fois, c'est pas ce qui ressort en premier. Les gens nous écoutent, mais ça les gens comprennent. Vous appelez les gens la rue, hein. Il y en a qui, moi, c'est les gens viennent vous dans le métro. Qui sont d'accord avec vous. Mais Éric Coquerel, il y en a plein qui j'ai une question. Alors les gens qui sont pas d'accord avec moi viennent me voir, il n'y en a pas beaucoup. J'ai une question très précise. J'ai une question. Mais c'est peut-être que les métros et autres. Parlons de l'avenir. J'ai une question précise et après je laisserai la main à Nathalie qui a une question importante à vous poser. Vous avez dit que la France Insoumise s'est abstenue sur la commission parlementaire sur l'ingérence russe. Vous aviez dit vendredi à la télévision que vous n'aviez pas lu le rapport, vous saviez pas pourquoi. Est-ce que maintenant vous savez pourquoi? J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait eu un truc sur les réseaux sociaux. Non mais peu importe. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Je sais pourquoi. Alors dites-moi. Pourquoi est-ce que vous êtes C'est tout simplement que c'est un rapport. Ce que j'ai compris, moi j'ai suivi ça de loin. Oui. C'est un rapport qui n'est pas sur les ingérences russes, mais sur les ingérences étrangères. En général. Et les personnes qui nous représentaient ont considéré que le texte sur cette question-là était insatisfaisant parce qu'en gros, il se concentrait sur les ingérences russes et il se concentrait sur le Rassemblement national et il laissait de côté tout ce qui est aussi ingérence du côté notamment qui viennent à certains moments des États-Unis, etc. Voilà, il trouvait que le texte était incomplet. Bah oui, c'est la réalité. Alors, d'accord. Je vous dis, vous me demandez. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un vote pour ou contre. C'est un vote. Est-ce qu'on laisse le rapport être transmis? Donc là-dessus. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui manquait dans le rapport, ils se sont abstenus, mais l'abstention valait le fait qu'ils n'empêchaient pas la transmission. Et ils ont dit, y compris Aurélien Saint-Toul, qui était un de nos commissaires, et de l'avis de tout le monde, a été un de ceux qui, justement, dans les questions posées à Marine Le Pen, est un de ceux où il l'a le plus déstabilisé. Donc, n'allons pas donner plus d'importance que ça. Éric Coquerel, il y a quelque chose qui s'est produit aujourd'hui, là, dans l'heure qui vient de passer, et qui ne se serait jamais produit avant, c'est que le mot de Jean-Luc Mélenchon a dû être prononcé une fois. Alors, pour en revenir à ça, je vais vous poser 2 questions. C'est parce que je l'ai toujours en tête. Voilà, j'ai pas besoin de preuve d'amour. Mais exactement. Il a manifestement décidé de passer la main. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Et est-ce que la progression ou le programme de M. Ruffin, c'est-à-dire l'ébauche d'un programme, d'un financement et tout ça, vous semble aller dans le bon sens? Et est-ce que, finalement, il y a un renouvellement de la France Insoumise? Grâce à en 2023, c'est dans 4 ans. Oui, mais vous savez que les autres se préparent. Bien sûr. Vous êtes comme Fabien Roussel, vous trouvez que c'est trop tôt pour en parler? La présidentielle chez les Insoumis est une élection cardinal. Ça vous aura pas écouter notre invité, allez-y. Ça vous aura pas échappé? Je vous explique. Oui, mais justement, est-ce que ça vous a pas échappé ce que je vous ai dit en priorité tout à l'heure? Il faut faire en sorte que la NUPES arrive ensemble aux élections en 2027. Et il faut faire qu'il y ait un candidat de la NUPES. Voilà, ça c'est ma priorité. Est-ce que ma priorité passe par le fait de dire un tel en 2023 est mieux que l'autre, etc. Je suis pas sûr que ça soit ce qu'attendent les gens. Renouvellement de LFI, attendez, vous inquiétez pas, je réponds aux questions. Je vous dis le pourquoi ça me manipule pas. Pourquoi ça me manipule pas de me dire pourquoi pas l'un, pourquoi pas l'autre, pourquoi pas moi, etc. Pourquoi ça me manipule pas? C'est parce que aujourd'hui, je considère que c'est pas la priorité. Après, je l'ai dit une fois. Je le redis 2 fois, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade, si on recommençait, je pense que Jean-Luc serait notre meilleur candidat. Même s'il a dit, de manière assez forte, que pour l'instant, c'était... Et pourquoi vous dites Parce que je continue à considérer que d'un point de vue, j'allais dire, d'être un leader capable d'être pas seulement le tribun, mais de porter la stratégie, le contenu et de l'incarner, je pense qu'il est encore quelqu'un qui est au-dessus du lot. Vous n'avez pas un profil plus fédérateur que ça? Parce que vous n'avez pas un profil avec les socialistes et les Verts, parce que c'est quand même... Aujourd'hui, d'un point de vue fédérateur et d'un point de vue capacité, je l'ai toujours dit, je continue à le considérer. Est-ce que je considère que François pourrait être un candidat? Peut-être, on verra bien. Vous êtes plutôt Mélenchon que Ruffin. Mais par contre, il y a une chose, c'est que, vous savez, ce qui a fait la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, on s'est rejoint en 2008. On a créé le Parti de gauche. On a créé un programme collectif.
On l'oublie souvent, mais collective. On a fait la même chose pour France Insoumise. Dans les institutions, c'est moins collectif que dans le programme. Je vous dis, on a créé un programme de manière collective, vraiment, en voyant les associations hautes. Il faut se dire que le prochain candidat ne pourra pas être celui qui se crée un programme tout seul. Ça, c'est pas possible. Mélenchon 2027. C'est-à-dire qu'il faut repartir, et c'est bien pour ça que je vous dis que ça sera le candidat de la NUPES, il faut mettre le programme d'abord. Et puis après, on verra pour le candidat. Voilà et il y a quand même une ligne un peu différente, c'est-à-dire que François Ruffin dit qu'il faut se recentrer. On peut continuer après l'émission, mais malheureusement, mais des fois, il le dit au niveau de la forme et des fois au niveau du fond. Donc, si c'est se recentrer sur Jaurès, c'est ça l'ambiguïté. François, il parle de Jaurès, il parle de Jaurès. Moi, ça fait des décennies que je suis devenu jaurésien. Pas de problème là-dessus. Qui allie le travailleur et le citoyen. Et deux choses en termes d'émancipation. Si c'est ça, ça me va. Si c'est remettre au goût du jour la social-démocratie, ça me va moins. Mais moi, j'ai des discussions très enrichissantes avec François là-dessus. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnalités qui émergent. Merci, mais à la fin, c'est Mélenchon qui gagne. Merci, Coquerel. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions politiques. Ça voudra dire qu'on a gagné.